Il était une fois, dans un village tranquille, une jeune fille nommée Adana. Elle n'avait que 19 ans, mais sa beauté pouvait arrêter le temps. Sa peau était lisse et sombre, comme l'écorce d'une mangue mûre. Ses yeux étaient ronds et doux comme ceux d'un bébé, et sa voix, lorsqu'elle parlait, était douce et gentille, comme un ruisseau coulant à travers une terre aride. Adana n'était pas seulement belle, elle était travailleuse. Chaque matin, avant le premier chant du coq, elle allait chercher de l'eau, balayait la cour et préparait le repas du matin. Elle vivait avec son oncle Okoro, sa femme, tante Okoro, et leurs 2 filles, Cynthia et Jessica. Les parents d'Adana étaient morts dans un incendie quand elle n'avait que 11 ans. Leur maison avait brûlé jusqu'au sol pendant leur sommeil. Depuis lors, elle vivait sous le toit de son oncle, si l'on pouvait appeler cela vivre. Pour oncle Okoro et sa femme, elle était plus une domestique qu'une enfant. Adana, viens laver ses assiettes maintenant, criait tante Okoro, même si Adana venait de finir de cuisiner. Adana, tu penses que parce que les gens disent que tu es jolie, tu vas ouvrir tes jambes et t'envoler de ma maison, stupide fille, sifflait-elle, une main sur la hanche. Mais Adana ne répondait jamais. Elle avait appris que le silence était plus sûr. Si elle rétorquait, elle devait dormir dehors. Si elle pleurait, il disait qu'elle faisait semblant. Malgré tout cela, elle restait gentille. Elle saluait les aînés avec respect, aidait les femmes du marché à porter leurs charges et ne riait jamais quand d'autres étaient moqués. C'est pourquoi des prétendants commencèrent à la remarquer. Tout commença par de simples salutations au marché. Puis vinrent les plus audacieux, des hommes riches de la ville qui venaient au village pour trouver une bonne épouse villageoise. Certains venaient pour Cynthia, d'autres pour Jessica. Mais après avoir vu Adana dans la cuisine ou passer avec du bois sur la tête, ils changeaient d'avis. « Je pensais que vous aviez dit que vos filles étaient belles », murmura un homme à oncle Okoro, ignorant qu'Adana était sa nièce. « Je ne suis pas là pour elle. Je veux connaître la fille aux yeux calmes », dit un autre, pointant Adana depuis sa voiture aux vitres teintées. Ce soir-là, toute la maison se transforma en tempête. « C'est toi qui empêches tes sœurs de briller », cria tante Okoro, jetant les sandales d'Adana dehors. « Chaque homme qui vient ici change d'avis. Que as-tu mis dans ton corps ? » « Je ne leur parle même pas, » murmura Adana, des larmes roulant sur ses joues. « Tais-toi, » aboya oncle Okoro. « Ne reste pas là comme une statue sculptée, qui t'a demandé de parler. Puisque tu refuses de te respecter, je m'assurerai que tu ne sentes jamais l'odeur du mariage. Tu épouseras un fou s'il le faut. » Adana le regarda lentement, la douleur brillant dans ses yeux. Oncle Okoro le vit et la gifla. « Ne me regarde plus jamais comme ça. Tu penses que tu es quelque chose à cause de ta petite beauté. Je vais te montrer que je suis ton père. » À partir de cette nuit, tout changea. Tante Okoro ne la laissait plus manger avec la famille. Elle verrouillait la porte de la salle de bain et disait à Adana de se laver à l'arrière avec le robinet. Cynthia et Jessica se moquaient d'elle chaque fois que des visiteurs venaient. « Va mettre tes haillons, peut-être qu'un homme riche te demandera à nouveau en mariage, » dit Cynthia un soir, riant en versant de l'eau savonneuse sur le sol qu'Adana venait de nettoyer. Jessica ajouta, « Laisse-la parader avec ses hanches comme la dernière fois quand le fils du politicien est venu. » Adana ne disait rien. Elle se baissa à nouveau et essuya le sol en silence, mais quelque chose en elle commençait à se fissurer. Un samedi après-midi, un étranger arriva à la maison. Il portait des vêtements poussiéreux, une canne en bois, et un chapeau tordu tiré bas sur son visage. Il semblait fatigué, peut-être même blessé. Tout le voisinage regardait alors qu'il boitait dans la cour d'oncle Okoro. L'homme ne parlait pas beaucoup. Il murmura seulement à l'oncle, et les yeux de ce dernier s'illuminèrent comme s'il avait vu un trésor. « Vous êtes sérieux ? Vous voulez l'épouser ?» demanda oncle Okoro au mendiant, feignant de chuchoter. « Mais vous n'avez rien. »« J'ai assez pour quelqu'un d'humble, » répondit l'homme doucement, sa voix étrange, calme mais confiante. Ils se serrèrent la main comme s'ils concluaient une affaire. Ce soir-là, oncle Okoro convoqua une réunion familiale. « Adana, assieds-toi, » dit-il. « Nous t'avons trouvé un mari. » Adana se tourna lentement. « Qui est-ce, mon oncle ? » « Tu n'as pas besoin de poser de questions. Il est prêt à t'accepter tel que tu es. Pas de dot, rien. Prends juste ta beauté maudite et va-t'en. » Cynthia ricana. « Laisse-la poser des questions maintenant. Peut-être qu'elle veut le fils de Danjuma. »
Taisez-vous tous, cria tante Okoro. Nous lui rendons service. En fait, le mariage aura lieu dans 2 semaines. Adana resta silencieuse. 2 semaines? Sans savoir qui il est, sans mon consentement? Tu es chanceuse qu'on te le dise, dit tante Okoro. On pourrait tout aussi bien te jeter dehors ce soir. Adana ne dormit pas cette nuit-là. Allongée sur son matelas fin, elle fixait le toit en zinc tandis que le vent sifflait à travers les trous. Son cœur battait fort. Était-ce sa vie, être mariée à un étranger infirme pendant que ses cousines vivaient librement? Le lendemain, elle le revit, le mendiant. Il était assis sur la place du village, nourrissant les oiseaux avec des arachides. Ses vêtements étaient toujours sales, mais ses mains semblaient propres, ses ongles coupés. Sa posture n'était pas celle d'un mendiant. Elle le regarda, curieuse. « Bonjour, monsieur », dit-elle timidement. Il se tourna. « Adana », dit-il doucement. « Comment vas-tu ? Vous connaissez mon nom. Je l'ai entendu quand ton oncle l'a crié hier. » Elle faillit sourire. « Vous êtes l'homme que je dois épouser. » Oui. Elle baissa les yeux. « Pourquoi moi ? » Parce que tu es différente. Elle cligna des yeux. « Différente comment ? » Il sourit mais ne dit rien. Puis il se leva, s'étira légèrement, son dos droit pendant 1 seconde, et ramassa sa canne. « À bientôt, Adana », dit-il avant de s'éloigner lentement. Adana resta là longtemps. Ce soir-là, ses cousines se moquèrent à nouveau d'elle. « J'ai entendu que tu parlais à ton mari mendiant », taquina Jessica. Adana ne dit rien. « Tu ferais mieux de t'habituer à utiliser des feuilles. Il ne peut même pas s'acheter de papier toilette », ajouta Cynthia. Adana resta silencieuse. À l'intérieur de son cœur, quelque chose changeait. La honte faisait toujours mal. La trahison piquait encore. Mais au fond d'elle, elle commençait à ressentir une étrange paix. Pas de la joie, pas du bonheur, mais de la paix. Comme si sa vie allait changer. Elle ne savait pas comment ni quand, mais elle croyait que ça ne finirait pas comme il le pensait. Le lendemain matin, Adana se tenait au milieu de la cour, un petit bassin de vêtements trempés dans les mains. Le soleil se levait lentement, et la brise était fraîche. Elle regarda le ciel un instant, espérant que peut-être aujourd'hui serait différent. Mais derrière elle, elle entendit la voix aiguë qu'elle connaissait trop bien. « Ces vêtements vont-ils se laver tout seuls ?» cria tante Okoro, sortant avec son foulard noué grossièrement. « Tu restes là comme un arbre, paresseuse. » Adana baissa la tête sans répondre et marcha vers les pierres de lavage. Ses mains plongèrent dans l'eau froide, ses doigts bougeant lentement. Quelques minutes plus tard, oncle Okoro sortit aussi, nouant un pagne sur son débardeur. Il alla directement à la table sous le manguier et s'assit avec un profond soupir. Puis il appela fort, « Cynthia, Jessica, sortez. Tenons une réunion. » Les 2 filles sortirent rapidement, ajustant leurs pagnes et frottant le sommeil de leurs yeux. Adana ne cessa pas de laver, mais elle écoutait. Elle n'avait pas besoin d'être à la réunion pour savoir que cela la concernait. « J'ai revu l'homme, » dit l'oncle, sa voix basse mais ferme. « Il est prêt. »« Vous voulez dire le mendiant ?» demanda Cynthia, le visage tordu de dégoût. « Oui », répondit tante Okoro d'un ton sec. « Et c'est la meilleure nouvelle que j'ai entendue cette année. Cette fille inutile quittera enfin cette maison. » Jessica siffla. « Je ne comprends toujours pas. Pourquoi ne pas simplement la jeter dehors? Faut-il vraiment la marier comme une fiancée ?» Tante Okoro répondit, « Non, ainsi elle partira dans la honte. Quand les gens apprendront qu'elle a épousé un mendiant infirme, personne ne demandera plus d'elle. » Oncle Okoro hocha la tête. « C'est vrai. Et aucun homme ne dira que nous l'avons maltraitée. Laissons le village penser que nous lui avons donné un mari par pitié. » Les mains d'Adana s'arrêtèrent dans l'eau. Il la vendait comme une vieille casserole. Elle leva les yeux discrètement, mais personne ne la regardait. Ils étaient trop occupés à sourire, planifiant sa douleur. Ce soir-là, le mendiant revint. Cette fois, il entra lentement dans la cour, boitant comme toujours, son chapeau baissé, mais il salua tout le monde poliment. « Bonsoir, monsieur », dit-il à oncle Okoro. « Bonsoir, madame. Vous êtes revenu ?» demanda tante Okoro, feignant un sourire. « Oui, je suis venue discuter des arrangements. »
Adana se tenait à l'autre bout de la maison, ses yeux fixés sur le visiteur, tenant un balai, mais elle ne balayait pas. « Avez-vous apporté ce dont nous avons parlé ?» demanda l'oncle doucement, regardant autour de lui comme s'il ne voulait pas que les voisins entendent. L'homme hocha la tête. « Oui, ce n'est pas grand-chose, mais j'ai apporté un gage. » Il ouvrit un petit sac en nylon et donna à l'oncle une enveloppe usée. L'oncle l'ouvrit rapidement et compta l'argent avec ses doigts. Ses yeux s'illuminèrent. « C'est bon, » murmura-t-il. « Le mariage aura lieu samedi prochain. » Adana sentit son estomac se nouer. Ils s'étaient mis d'accord comme des marchands au marché, et elle était l'objet. Plus tard cette nuit-là, Adana s'assit seule derrière la maison. La lune était à moitié pleine, et les étoiles au-dessus semblaient des yeux silencieux qui la regardaient. Elle serra ses genoux contre sa poitrine et ne parla pas. Elle écouta simplement les grenouilles, le vent, et les voix lointaines de Cynthia et Jessica riant à l'intérieur. Soudain, une ombre apparut à côté d'elle. « Tu ne dors pas », dit la voix doucement. Elle se tourna rapidement. C'était lui, le mendiant. Elle se leva immédiatement, choquée et confuse. « Pourquoi ? Pourquoi êtes-vous ici ? » « Je passais par là, » dit-il. « Je t'ai vue assise seule. » Elle le fixa. « Vous ne devriez pas être ici. Si mon oncle vous voit. »« Je sais, » dit-il. « Je partirai bientôt. Je voulais juste parler. »« De quoi ? » demanda-t-elle. Il s'approcha un peu mais garda une petite distance. « De nous. Du mariage. » Adana baissa les yeux. « Et alors ? » « Je sais que ce n'est pas ce que tu voulais, » dit-il doucement. « Je sais que tu n'es pas heureuse. » Elle ne répondit pas. « Mais je veux que tu saches, » continua-t-il, « que je ne te forcerai à rien. Si tu veux partir après le mariage, je te laisserai partir. » Adana leva lentement la tête. « Pourquoi diriez-vous ça ? » « Parce que je ne suis pas là pour te punir, » dit-il. « Je voulais juste quelqu'un qui pourrait voir au-delà de mon visage, quelqu'un qui me traiterait comme un être humain, pas comme un objet de pitié. » Elle cligna des yeux. « Dès le premier jour où je t'ai vu, » dit-il, « tu n'as pas ri quand les enfants se moquaient de moi. Tu ne t'es pas détourné quand j'ai demandé de l'eau. Tu m'as salué avec respect. » Elle déglutit difficilement. « C'est ce qu'on m'a appris. » Il hocha la tête. « Et c'est pourquoi tu es différente. » Elle recula, sa voix tremblante. « Mais je n'ai pas demandé ça. Je n'ai pas demandé à être mariée comme un fardeau. »« Je sais, » murmura-t-il. « Et je suis désolé. » Ils restèrent silencieux. Puis il s'inclina légèrement. « Bonne nuit, Adana. » Il se tourna et s'éloigna, son boitement le traînant lentement dans l'obscurité. Les jours passèrent rapidement. Tante Okoro s'assura que la vie d'Adana était plus dure que jamais. Elle lui donnait les pires corvées, criait sur elle sans raison, et la gifla même une fois pour avoir marché comme une princesse. « Tu ferais mieux de baisser ce coup fier avant que ton mari ne le casse pour toi, » cria-t-elle. Cynthia et Jessica regardaient avec des sourires sur le visage. Elles avaient cessé de prétendre. Elles étaient heureuses de voir Adana souffrir. Un après-midi, alors qu'Adana balayait la cour, un groupe de femmes passa. Elles pointèrent du doigt et chuchotèrent. « C'est elle, » dit l'une d'elles. « La fille qui épouse l'infirme. » Une autre rit. Elle pensait que sa beauté la mènerait loin. « Regarde-la maintenant. » Adana continua de balayer. Ses mains bougeaient plus vite, mais ses yeux étaient humides. Plus tard ce soir-là, tante Okoro l'appela à l'intérieur. « Viens voir ce que tu porteras ce jour-là. » Elle jeta un sac plastique sur le lit. Adana l'ouvrit lentement. À l'intérieur se trouvait une vieille robe en dentelle, déchirée à la manche et tachée en bas. « Ce n'est même pas propre, » dit-elle doucement. « Veux-tu que j'achète de nouveaux vêtements pour un mariage que je n'ai pas organisé ?» répondit tante Okoro d'un ton sec. « Sois reconnaissante que je t'ai donné quelque chose. » Adana baissa les yeux. « Puis-je au moins la réparer ?»« Réparer quoi ?» rit Cynthia depuis le coin. « Pour que tu ressembles à une reine à côté de ton roi mendiant. » Jessica ajouta, « Ne t'inquiète pas, personne ne te regardera. Ils regarderont si ton mari tombe en allant à l'hôtel. » Elles éclatèrent de rire. Adana prit le sac et sortit silencieusement. Cette nuit-là, elle s'assit à nouveau seule.
La robe était à côté d'elle, pliée sur ses genoux. Elle la toucha doucement, se demandant si c'était là ce que sa vie était devenue. Une voix interrompit ses pensées. « Tu devrais dormir. » Elle leva les yeux. C'était encore lui. « Tu aimes apparaître la nuit, » dit-elle, la voix fatiguée. Il sourit légèrement. « C'est le seul moment où je peux te parler sans être chassé. » Elle hocha légèrement la tête. Il s'assit sur une pierre basse à proximité. « As-tu peur ?» Elle hésita. « Je n'ai pas peur de vous. J'ai peur de ce qui vient ensuite. » Il la regarda, les yeux calmes. « Tu es plus forte que tu ne le penses. » Elle le fixa. « Pourquoi parlez-vous comme quelqu'un qui n'est pas ce qu'il semble être ?» Il sourit mais ne répondit pas. Elle plissa les yeux. « Qui êtes-vous vraiment ?»« Je suis l'homme qui veut t'épouser, » dit-il. Ce n'est pas une réponse. Il se leva. « Peut-être qu'un jour je te donnerai la vraie. » Puis il partit, disparaissant dans l'obscurité comme un fantôme. La veille du mariage, oncle Okoro organisa un petit rassemblement devant la maison. Juste la famille proche et quelques voisins. Il se tenait fièrement, parlant comme s'il avait accompli quelque chose de grand. « Je ne voulais pas parler avant, » dit-il fort. « Mais maintenant, permettez-moi de parler. Cette fille, Adana, a été sous mon toit pendant des années. Je l'ai nourrie. Je l'ai habillée. Et maintenant, je la donne à un homme qui l'accepte avec sa fierté. Un homme assez gentil pour l'épouser sans rien demander. » Certains hochèrent la tête. D'autres restèrent silencieux. « Mais que ceci soit une leçon, » continua-t-il. « La beauté sans respect ne mène à rien. » Adana était assise sur le côté, portant un simple pagne et serrant ses genoux. Son visage était vide. Dans son cœur, elle attendait demain. Pas avec joie, pas avec peur, mais avec le genre de silence qui vient quand on n'a plus rien à perdre. Le ciel était gris le lendemain matin, pas assez nuageux pour la pluie, mais assez terne pour correspondre à ce qu'Adana ressentait à l'intérieur. Elle se tenait près du réservoir d'eau derrière la maison, les mains dans un bol d'eau savonneuse. Elle lavait son seul bon pagne. Ses doigts bougeaient lentement, comme si elle ne voulait pas que le pagne soit propre. Peut-être que si elle retardait assez longtemps, le mariage serait annulé. Peut-être que quelque chose, n'importe quoi, arriverait pour l'arrêter. Mais elle savait mieux que ça. Rien ne l'avait jamais sauvée. Pas quand ses parents étaient morts. Pas quand elle était venue vivre avec oncle Okoro. Pas même maintenant. Depuis la fenêtre, elle entendit des voix. « Cynthia, sors le deuxième banc », cria tante Okoro. Et dit à Jessica de nettoyer le salon. Et si les invités arrivaient tôt? Adana continua de laver, ne se souciant pas de lever les yeux. Elle savait que le mariage serait petit. Pas de décoration, pas de célébration, seulement quelques membres de la famille et peut-être le pasteur s'il ne changeait pas d'avis à la dernière minute. Alors qu'elle étendait le pagne sur la corde, elle remarqua quelque chose d'étrange. Là, de l'autre côté de la cour, assis sous le manguier encore, se trouvait le mendiant, Emmanuel. Il ne boitait pas aujourd'hui. Il était assis calmement, lisant un livre. La couverture était noire, épaisse. Cela ne ressemblait pas à quelque chose qu'un pauvre homme porterait. Adana s'arrêta. Elle recula légèrement, essayant de ne pas être vue. Elle inclina la tête. Oui, il tournait les pages doucement, avec la confiance de quelqu'un qui avait lu beaucoup de livres auparavant. Pourquoi un mendiant infirme lisait-il un livre à couverture rigide comme un professeur? Puis, comme s'il sentait ses yeux sur lui, Emmanuel leva la tête. Leurs regards se croisèrent. Il ne paniqua pas. Il ferma simplement le livre lentement et lui fit un petit signe de tête. Adana cligna des yeux. Elle se tourna et s'éloigna, son cœur battant plus vite qu'il n'aurait dû. Ce n'était pas la première fois qu'elle remarquait quelque chose d'étrange. La veille, elle l'avait vu réparer une bouilloire cassée devant la maison du voisin. La bouilloire n'avait plus de poignée et son couvercle manquait. Mais en quelques minutes, Emmanuel avait attaché le couvercle avec un fil métallique fin et l'avait fait fonctionner à nouveau. Elle avait regardé de loin, faisant semblant de balayer. Et ce n'était pas tout. 3 jours plus tôt, un fou criait près du marché. Tout le monde l'évitait. Mais Emmanuel s'était approché de lui, avait murmuré quelque chose en anglais, et l'homme s'était calmé, complètement calmé. Ce moment était resté dans l'esprit d'Adana.
Le mendiant parlait un anglais courant. Alors, qui épousait-elle exactement? Ce soir-là, alors que le soleil commençait à descendre, Adana s'assit dehors, épluchant du manioc pour le repas du soir, ses doigts bougeaient lentement et son esprit était ailleurs. « Penses-tu qu'il va s'évanouir demain ?» demanda Cynthia, passant avec un plateau de tasses. Jessica gloussa derrière elle. Elle ferait mieux de prier pour qu'il ne s'effondre pas à l'autel, ou pire, qu'il rampe vers elle à genoux. Elles rirent et s'éloignèrent. Adana ne bougea pas, mais à l'intérieur, quelque chose changeait. Son cœur n'était plus seulement effrayé. Il était aussi curieux. Profondément curieux. Plus tard cette nuit-là, alors que la cour devenait silencieuse, elle se retrouva à marcher à nouveau derrière la maison. Et comme avant, il était là. Emmanuel, assis sur la même pierre sous la même lune. « Tu es venu, dit-il doucement. »« Je n'avais pas prévu de venir, répondit-elle, la voix basse. Mais je n'arrivais pas à dormir. » Il se déplaça légèrement, lui faisant de la place. « Tu peux t'asseoir si tu veux. » Adana resta debout. « Je t'ai vu lire aujourd'hui. » Il sourit. « Je lis beaucoup. »« Où as-tu appris à parler anglais comme ça ?» demanda-t-elle. Il fit une pause, puis dit « À l'école. »« Quel genre d'école ?»« Une bonne. » Elle croisa les bras. « Tu parles en rond. »« Je n'essaie pas de te cacher quoi que ce soit, dit-il. »« Alors, qui es-tu » demanda-t-elle. « Parce que je ne crois pas que tu sois un mendiant. Tu agis différemment. Tu parles différemment. Tu marches différemment parfois. » Emmanuel la regarda silencieusement. Puis il dit « Peut-être que je suis juste bon pour faire semblant. »« Ce n'est pas drôle, répondit-elle. Je ne l'ai pas dit comme une blague. » Ils restèrent silencieux un moment. Puis Adana murmura « Est-ce que tu me punis ?»« Non, dit-il rapidement. Je ne ferai jamais ça. »« Alors pourquoi moi ?» demanda-t-elle. « Pourquoi m'avoir choisi parmi tout le monde ? Ils me donnent comme des ordures. »« Tu n'es pas des ordures, dit-il fermement. Tu es de l'or. Ils ne savent tout simplement pas comment te valoriser. » Elle déglutit. « Je ne t'ai pas choisi parce que tu étais pauvre ou faible, dit-il. Je t'ai choisi parce que tu avais un bon cœur, même quand tu n'avais aucune raison de l'avoir. » Adana cligna des yeux, ses yeux brûlants. « J'ai observé, ajouta-t-il. Pas de manière effrayante, juste en regardant. Tu as aidé une vieille femme à traverser la route quand tout le monde l'ignorait. Tu as empêché un garçon de tuer un lézard parce que tu as dit que tout mérite de vivre. Tu m'as souri le premier jour où nous nous sommes rencontrés. C'était avant que je sache que tu étais mon futur mari, murmura-t-elle. Il rit légèrement. C'est juste. Elle s'assit finalement à côté de lui. Puis-je te demander quelque chose? N'importe quoi. Que se passe-t-il après le mariage? Que veux-tu dire? Est-ce que je vais avec toi? Est-ce qu'on dort dans la brousse ou sous cet arbre que tu aimes tant? Il la regarda. Tu viendras avec moi, mais je te promets, tu ne manqueras pas de toi. Tu seras en sécurité. Elle détourna le regard. Ce n'est toujours pas une réponse. Il hocha la tête. Tu comprendras tout bientôt. Adana soupira. Pourquoi ai-je l'impression de marcher vers quelque chose d'énorme sans même savoir ce que c'est? Emmanuel se leva lentement. Parce que c'est le cas. Il se tourna pour partir mais s'arrêta. Bonne nuit, Adana. Bonne nuit. Le matin du mariage arriva dans le silence. Pas de tambour, pas de musique, pas de visiteurs, seulement des pas feutrés, des voix chuchotées et des sourires faux. Adana était assise dans la petite pièce qu'elle connaissait depuis des années, se regardant dans le miroir fissuré. La robe en dentelle déchirée pendait lâchement sur ses épaules. Tante Okoro lui avait donné une vieille poudre à utiliser, et ses lèvres étaient sèches. Elle ressemblait à une mariée punie. Tante Okoro entra. Ils attendent. Sors. Adana se leva lentement. En entrant dans le petit salon, elle vit oncle Okoro, Cynthia, Jessica et 3 voisins assis comme à un enterrement. Le pasteur se tenait près de la porte, vérifiant sa montre. Emmanuel était là aussi. Il portait ses vêtements habituels en lambeaux, mais il semblait plus propre aujourd'hui. Il tenait toujours sa canne, mais ses épaules étaient droites.
Ils sortirent la table et placèrent une Bible dessus. « Commençons, » dit le pasteur. Le temps passe. Le pasteur ouvrit la Bible et lut un court verset sur l'amour et la patience. Sa voix était rapide, comme quelqu'un qui lit parce qu'il le doit, pas parce qu'il croit en ce qu'il dit. Puis il demanda, « Vous, Emmanuel, prenez-vous Adana comme épouse ?» « Oui, » dit Emmanuel calmement. « Et vous, Adana, prenez-vous Emmanuel comme mari ?» La gorge d'Adana était sèche. Elle le regarda, puis regarda autour de la pièce. Les yeux de son oncle étaient froids. Le visage de sa tante était dur. Ses cousines ricanaient. Mais les yeux d'Emmanuel étaient gentils. Elle murmura, « Oui. Par le pouvoir qui m'est donné, je vous déclare maintenant mari et femme, » dit le pasteur rapidement. « Vous pouvez partir. » Ce fut tout. Pas d'applaudissements, pas de hurrah, pas de ris, juste le silence. Emmanuel se tourna vers elle et dit, « Allons-y. » Adana le suivit hors de la maison. Tante Okoro ne dit pas au revoir. L'oncle ne se retourna pas. En sortant de la cour, elle ne pleura pas. Elle en avait fini avec les larmes. Ils marchèrent un peu avant de tourner dans un petit chemin près de la route principale. Adana était confuse. « Ne prenons-nous pas le chemin de la brousse ?»« Non, » dit Emmanuel. « Nous avons une voiture. »« Une voiture ?» demanda-t-elle, surprise. Puis elle la vit. Un SUV noir garé discrètement sous un arbre. Le chauffeur sortit rapidement et ouvrit la porte. « Bonjour, monsieur, » dit le chauffeur. Les yeux d'Adana s'écarquillèrent. « Monsieur. » Emmanuel sourit et l'aida à monter dans la voiture. « Assieds-toi, » dit-il doucement. « Tu es en sécurité maintenant. » Alors que la voiture s'éloignait du village, Adana resta silencieuse, les mains croisées sur ses genoux. Son cœur battait vite. Ce n'était pas ainsi que vivaient les pauvres. Ce n'était pas ainsi que se comportaient les mendiants. Et pourtant, elle était là, assise à côté du même homme qui avait autrefois mendié de la nourriture au marché, mais qui maintenant avait un chauffeur et une voiture climatisée. Elle se tourna lentement vers lui. « Emmanuel, » dit-elle. « Oui, dis-moi la vérité. » Il la regarda. Elle murmura, « Qui es-tu » Le SUV roulait doucement sur la route, silencieux à l'intérieur, mais bruyant dans la poitrine d'Adana. Son cœur continuait de battre vite, ses paumes encore moites. Elle venait de dire « oui » à un homme qu'elle ne connaissait pas. Un homme que tout le village croyait pauvre. Mais maintenant, ils étaient assis dans un SUV noir propre avec climatisation et un chauffeur qui appelait son mari « monsieur ». Adana ne pouvait plus se retenir. Elle se tourna à nouveau vers lui. « Emmanuel, s'il te plaît. Ça n'a pas de sens. » Il se tourna vers elle, calme comme toujours. « Qu'est-ce qui n'a pas de sens ?» Elle regarda autour de la voiture, puis pointa du doigt. « Ceci, la voiture, le chauffeur, même la façon dont tu es assis maintenant. » Il ne dit rien. « Tu n'es pas un mendiant, » murmura-t-elle. « Tu ne l'as jamais été. » Il sourit doucement. « Je n'ai jamais dit que je l'étais. »« Alors, qui es-tu » Sa voix était tranchante maintenant. « Parce que j'ai épousé un mendiant aujourd'hui, mais l'homme à côté de moi maintenant n'est pas un mendiant, c'est autre chose. » Il regarda par la fenêtre un instant, puis la regarda à nouveau. « Je m'appelle Emmanuel Adakinley, mais cette partie est vraie. Tout le reste, j'ai dû le cacher. » Adana cligna des yeux. « Emmanuel Adakin ? Attends, pourquoi ce nom me semble-t-il familier ? Tu l'as peut-être vu dans les nouvelles ou sur l'un des grands panneaux d'entreprise à Abuja. » La bouche d'Adana s'ouvrit lentement. « Non, 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 non. »« Oui, » dit-il doucement, hochant la tête. « Je possède le groupe de société Dunley. » Elle couvrit sa bouche. « Attends, c'est l'entreprise qui possède la moitié des stations de transport dans l'Est. » Il hocha à nouveau la tête. « Oui. » Ses yeux s'agrandirent encore plus. « Et les gens de l'immobilier à Kaduna et l'usine de riz à Ibadan, c'est toi. »« Oui. » Adana s'adossa à son siège. Sa poitrine montait et descendait rapidement. Elle ne respirait pas correctement. « Mais pourquoi ? Pourquoi as-tu fait semblant d'être un mendiant ?» Emmanuel la regarda.
Parce que je voulais connaître la vérité sur toi, sur ton oncle, sur tout le monde autour de toi. Adana secoua lentement la tête, essayant de reprendre son souffle. Je ne comprends pas. Tu comprendras, dit-il. Laisse-moi tout expliquer. Il se pencha en avant et croisa les mains. Il y a de nombreuses années, mon père était aussi un homme d'affaires. Ton oncle Okoro travaillait avec lui. La tête d'Adana se releva brusquement. Oui, continua Emmanuel. Ton oncle était l'intermédiaire dans un contrat de terrain entre mon père et une famille royale, mais il était cupide. Il a falsifié des signatures, a collecté l'argent du terrain 2 fois. Quand mon père l'a découvert, il était trop tard. Le terrain était parti. Le titre était faux. Et notre nom a été traîné dans la boue. Mon père a perdu des millions. La bouche d'Adana resta ouverte. Il est tombé malade peu après, ajouta Emmanuel. Le stress l'a tué. La voix d'Adana se brisa. Et mon oncle n'a jamais rien dit à personne. Bien sûr que non, dit Emmanuel. Il est resté silencieux. Ta tante savait aussi. Elle l'a aidé à couvrir. Des larmes remplirent les yeux d'Adana. Donc, tu es venu pour te venger. Emmanuel secoua la tête. Non, je suis venu pour la vérité. Je voulais voir si quelqu'un dans cette maison avait encore un cœur pur. Je suis retourné au village habillé comme un mendiant, boitant, sale. Je voulais voir comment les gens me traiteraient quand ils pensaient que je n'avais rien. Adana baissa la tête. Tu étais la seule à me traiter comme un être humain, dit Emmanuel. Tu n'as pas détourné le regard. Tu ne m'as pas insulté. Tu n'as pas rejoint tes cousines pour rire. Tu m'as donné de l'eau. Tu m'as salué avec respect. Adana renifla, essuyant ses yeux. Je savais alors, continua-t-il, que tu étais différente. Mais je devais en être sûr. Alors, quand ton oncle a proposé de te vendre à moi, j'ai accepté. Adana leva à nouveau les yeux. Tu as accepté de m'acheter. Je ne t'ai pas acheté, dit-il fermement. Je t'ai sauvé. Il allait te jeter dehors de toute façon. Mais je voulais voir quel choix tu ferais. Si tu dirais oui, même en pensant que je n'étais rien. Elle resta silencieuse un long moment. Puis elle dit, donc, tout était un test. Emmanuel hocha la tête. Oui. Elle regarda par la fenêtre. Les arbres défilaient rapidement, mais ses pensées allaient encore plus vite. Tu m'observais tout le temps, murmura-t-elle, en me testant. J'espérais trouver une raison de croire à nouveau en quelqu'un, répondit-il. Et tu m'as donné ça. Adana se tourna vers lui. Sa voix était basse et tranchante. Tu sais ce qui fait le plus mal. Quoi? Tu étais la seule personne qui me voyait comme une personne. Même quand je pensais que tu étais pauvre. Même quand tu boitais et portais des vêtements déchirés, tu me regardais comme si j'avais de l'importance. Il déglutit difficilement. Et maintenant, je découvre, continua-t-elle, que tu es riche, puissant, important, mais tu ne me l'as jamais dit. Je voulais que tu vois le vrai moi, dit-il, avant que tu vois l'argent. Adana hocha lentement la tête. Et maintenant? Nous allons dans notre nouvelle maison, dit-il. Où tu seras en sécurité et respecté. Elle baissa les yeux sur ses mains. Elle tremblait légèrement. Est-ce que je retournerai un jour au village? Demanda-t-elle. Si tu veux, dit-il. Je veux. Il la regarda. Pourquoi? Parce qu'ils doivent voir, murmura-t-elle. Ils doivent voir ce que Dieu a fait pour moi. 1 heure plus tard, le SUV tourna dans une large route privée. Les portails devant étaient hauts, dorés et brillants. Des caméras clignotaient de chaque côté. Alors que la voiture s'approchait, les portails s'ouvrirent lentement. La bouche d'Adana s'ouvrit. Derrière le portail, ce n'était pas juste une maison. C'était un manoir, de 3 étages. Des fontaines dansaient devant l'allée. Des fleurs bordaient chaque coin de la clôture, et des domestiques étaient déjà dehors, vêtus d'uniforme, attendant. La voiture s'arrêta. Un homme en costume ouvrit la porte. « Bienvenue, monsieur. Madame, bienvenue. » Adana sortit lentement, sa vieille robe de mariage en dentelle toujours pendante sur son épaule. Ses sandales étaient poussiéreuses. Elle ressemblait à quelqu'un venu mendier de la nourriture,
mais ils s'inclinèrent tous devant elle. « Bonjour, madame », la saluèrent-ils. Emmanuel lui prit doucement la main. « Viens ». Elle le suivit dans la maison. Des sols en marbre, des lumières dorées, un escalier qui semblait appartenir à un palais. Chaque pas qu'elle faisait, elle avait l'impression de rêver. Mais ce n'était pas un rêve. C'était sa nouvelle maison. Plus tard ce soir-là, après s'être lavée et avoir changé de vêtements, elle se tenait sur le balcon, regardant le jardin en contrebas. Emmanuel s'approcha d'elle. Elle se tourna vers lui. « Alors, maintenant ?» Il la regarda. « Maintenant, tu vis, tu respires, tu guéris. » Elle hocha la tête. « Et eux ? Ton oncle et sa famille ? » « Oui. » La mâchoire d'Emmanuel se serra légèrement. « Que veux-tu qu'il arrive ? » « Je veux qu'il sache que je ne suis pas l'échec qu'il pensait, » dit-elle. « Mais je ne veux pas de vengeance. » Il sourit doucement. « Alors, tu es déjà meilleur qu'eux. » Adana baissa les yeux sur la bague à son doigt. Elle était simple, en argent, mais elle semblait plus lourde maintenant. Elle se tourna à nouveau vers lui. « Merci de m'avoir vu. » Il hocha la tête. « Merci d'être toi. » Elle regarda le ciel. Les étoiles commençaient à apparaître. Elle murmura, « Demain, pouvons-nous retourner au village ?» Emmanuel haussa un sourcil. « Sitôt. »« Je veux voir leur visage, » dit-elle, sa voix calme mais ferme. « Je veux qu'ils voient le mendiant et la mariée. » Adana ne dormit pas beaucoup cette nuit-là. Elle essaya de fermer les yeux, mais son esprit ne cessait de tourner. Tant de choses s'étaient passées en un seul jour. Ce matin-là, elle était la pauvre orpheline mariée que personne ne voulait. Au crépuscule, elle était dans un manoir, mariée à un homme que le monde pensait être un mendiant, pour découvrir qu'il était l'un des hommes les plus riches du pays. Cela ne semblait pas réel. Elle sortit à nouveau sur le balcon et regarda le ciel. Les étoiles étaient claires et brillantes. Une douce brise effleura ses joues. Elle se serra dans ses bras et prit une profonde inspiration. Derrière elle, elle entendit sa voix. « Tu devrais te reposer. » Elle se tourna. Emmanuel se tenait dans l'embrasure de la porte. Il avait changé pour une chemise blanche simple et un pantalon noir, mais il semblait toujours calme, le même homme avec qui elle avait parlé tant de fois dans les coins sombres de la cour de son oncle. « Je n'arrivais pas à dormir, » dit-elle. « Moi non plus, » répondit-il. Il s'approcha et se tint à côté d'elle. Ils regardèrent tous les deux le jardin en contrebas. « Veux-tu toujours retourner là-bas » demanda-t-il doucement. « Oui. » Il hocha la tête. « Alors, nous irons demain matin. » Adana le regarda. « Crois-tu qu'ils croiront que c'est réel ? » « Ils n'auront pas le choix, » dit-il. « Tu seras devant eux. »« Je ne veux pas faire de bruit ou me vanter, » dit-elle doucement. « Mais ils doivent savoir que ce qu'ils ont essayé de détruire a été protégé. »« Ils le verront par eux-mêmes, » répondit Emmanuel. « C'est assez. » Ils restèrent là un moment, sans rien dire. Puis Emmanuel se tourna vers elle. « Nous partirons après le petit déjeuner. C'est à environ 2 heures d'ici. » Adana hocha la tête. Puis elle murmura « Merci. » « Pourquoi ? » ?»« Pour ne pas m'avoir jeté comme ils l'ont fait. » Il la regarda. « Tu n'as jamais été le problème, Adana. Tu étais juste la plus facile à blâmer. » À 9 heures le lendemain matin, le SUV noir était prêt. Le chauffeur se tenait près de la porte, attendant. Emmanuel était vêtu d'un costume bleu ajusté avec des lunettes de soleil foncé. Il ne ressemblait en rien à l'homme qui boitait dans le village avec des sandales déchirées. Sa seule présence était imposante. Adana portait une robe simple mais magnifique, blanche avec des perles dorées le long des manches. Ses cheveux étaient brossés et attachés, et sa peau brillait doucement sous le soleil du matin. Le personnel se tenait dehors, s'inclinant à leur passage. Le portail s'ouvrit lentement, et le SUV s'élança. Dans la voiture, Adana tenait ses doigts serrés sur ses genoux. Elle n'était pas nerveuse. Elle était juste pleine de choses qu'elle n'avait jamais dites. « Penses-tu qu'ils sortiront quand nous arriverons ?» demanda-t-elle. « Ils n'auront pas le choix, » répondit Emmanuel. « Et s'ils nous insultent à nouveau ?»« Ils ne peuvent pas, » dit-il calmement. « Pas cette fois. » Adana regarda par la fenêtre.
Les arbres défilaient rapidement, les maisons floues derrière eux. Son village se rapprochait à chaque kilomètre, mais son cœur n'était plus le même. La place du village était inhabituellement calme lorsque le SUV entra. Les enfants arrêtèrent de jouer et pointèrent du doigt. Quelques vieilles femmes laissèrent tomber leurs paniers et plissèrent les yeux. Les gens chuchotaient. Certains sortirent de leur boutique. « Qui est-ce » demanda quelqu'un. « Je pense que c'est un ministre », dit un autre. « Ou une personne du gouvernement. » Puis la voiture s'arrêta juste devant la maison d'oncle Okoro. La porte s'ouvrit. Emmanuel sortit en premier, grand, calme, inébranlable. Puis Adana suivit, et tout le village resta bouche bée. Tante Okoro se tenait à la grille, tenant un balai. Elle se figea. Cynthia sortit en courant, vêtue d'un pagne, et s'arrêta à mi-chemin lorsqu'elle les vit. Jessica jeta un coup d'œil par la fenêtre, puis se baissa immédiatement, et oncle Okoro sortit lentement, le visage blême. Adana ne dit rien. Elle se tenait là, paisible, entière, forte. Emmanuel se tourna vers le chauffeur et dit « Apportez-le ». Le chauffeur ouvrit l'arrière du SUV et sortit une petite boîte. Il la porta à Emmanuel et recula. Emmanuel tint la boîte à deux mains et marcha vers oncle Okoro. Personne ne parlait. Toute la rue regardait maintenant. Même les passants s'étaient arrêtés pour regarder. Emmanuel tendit la boîte à l'oncle. « Ceci est pour la dette que votre famille me doit. » Oncle Okoro ne la prit pas. « Quoi ? Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il. « Ce n'est pas de l'argent, » dit Emmanuel. « C'est la vérité. » Adana s'avança. Elle regarda son oncle dans les yeux. « Vous m'avez appelée maudite, » dit-elle doucement. « Vous avez dit que j'épouserais un fou. Vous avez dit au monde que je n'étais rien. » Personne ne bougea. « Et pourtant, » continua-t-elle, « Dieu s'est souvenu de moi. » Des larmes remplirent ses yeux. « Je ne suis pas venue ici pour vous insulter. Je suis venue vous montrer que même quand les gens essaient d'enterrer une graine, elle peut encore pousser. » Tante Okoro ouvrit la bouche, mais ne dit rien. Cynthia recula et entra dans la maison. Adana se tourna vers ses cousines. « Vous vous êtes moqué de moi. Vous m'avez donné des noms. Vous avez dit que je mendirais pour manger. » Elles détournèrent le regard. « Mais aujourd'hui, dit-elle, je suis venue donner, pas prendre. » Elle fouilla dans son sac et sortit une autre petite enveloppe. Elle marcha et la posa sur le banc à côté de la maison. « Pour vous et vos filles, » dit-elle à tante Okoro. « Achetez quelque chose de joli. » Les lèvres de tante Okoro tremblèrent. Puis Adana fit face à la foule qui s'était rassemblée. « Je ne suis pas meilleure que quiconque ici, » dit-elle. « Je suis juste la preuve que votre histoire ne s'arrête pas là où les autres vous laissent. » Puis elle se tourna et retourna vers le SUV. Emmanuel la suivit silencieusement. Le chauffeur ouvrit la porte, et juste avant de monter, elle se retourna une dernière fois. « Merci de m'avoir chassée, » dit-elle à son oncle. « Si vous ne l'aviez pas fait, je n'aurais jamais marché vers ma vraie vie. » La porte se ferma, la voiture s'éloigna, et le village resta figé. Dans la voiture, Adana s'adossa, respirant lentement. Emmanuel la regarda. « Tu n'avais pas à leur donner quoi que ce soit. »« Je sais, » dit-elle, « mais j'en avais besoin. »« Pourquoi ?»« Parce que si je les avais laissés tels qu'ils sont, » dit-elle doucement, « alors je serais devenue comme eux. » Emmanuel sourit. « Tu n'es rien comme eux. » Adana hocha la tête. Puis elle dit, « Merci de m'avoir ramené là-bas. »« C'est toi qui leur as fait face, » répondit-il. Elle se tourna vers lui, la voix basse. « Sais-tu ce que j'ai ressenti en voyant leur visage ? » « Quoi ? » ?»« De la pitié. » Il resta silencieux un moment. Puis il dit, « Ça veut dire que tu es libre. » Elle regarda les arbres défiler dehors. « Maintenant, je suis prête, » dit-elle. « Prête pour quoi ? » demanda-t-il. « Pour ce qui vient ensuite. » Adana resta silencieuse pendant la majeure partie du trajet retour. Sa tête reposait doucement sur la fenêtre de la voiture, mais son esprit était toujours dans le village. Elle revoyait sans cesse le visage d'oncle Okoro, choqué, confus, figé. Elle se souvenait de la manière dont les lèvres de tante Okoro tremblaient et comment Cynthia avait rapidement disparu dans la maison comme une voleuse prise sur le fait.
Mais ce qui restait le plus en elle était la paix qu'elle avait ressentie quand elle avait dit « Merci de m'avoir chassée ». Cette seule phrase avait guéri quelque chose de profond en elle. Emmanuel ne dit rien non plus. Il la laissa tout assimiler à sa manière. Le seul bruit dans la voiture était le bourdonnement doux du moteur et le chant lointain des oiseaux dehors. Après presque 30 minutes de silence, Adana se tourna vers lui. « Savais-tu » demanda-t-elle. « Quoi » ? Qu'ils allaient me traiter comme ça. Emmanuel regarda droit devant. « Je m'en doutais, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi grave. » Elle hocha lentement la tête. « Je savais qu'il ne m'aimait pas, mais je ne savais pas qu'il me détestait autant. »« Il détestait ta lumière, dit-il. Certaines personnes détestent ce qu'elles ne pourront jamais devenir. » Adana respira profondément. Il y avait des jours où je les croyais presque. Des jours où je pensais que peut-être j'étais vraiment maudite. « Tu n'as jamais été maudite, dit-il calmement. Tu étais juste entourée de gens qui ne pouvaient pas voir ta valeur. » Elle le regarda. « Alors, maintenant ?» Emmanuel se tourna vers elle. « Enfin. Maintenant, je te dis tout. » Quand ils rentrèrent au manoir, le déjeuner les attendait déjà. Ils s'assirent dans la salle à manger, une grande pièce avec de longues fenêtres en verre, des cuillères en argent et des assiettes blanches soigneusement disposées par un personnel formé. Adana picorait son riz lentement. Son appétit était encore caché. Emmanuel posa sa cuillère et s'adossa à sa chaise. « Mon père est mort il y a 10 ans, commença-t-il. Adana leva les yeux. Il était fort, dur, honnête. Il a construit l'entreprise familiale à partir de rien. Il a commencé avec une petite compagnie de transport à Carnot. À l'âge de 15 ans, il avait plus de 20 bus à travers l'Est. » Elle hocha lentement la tête, écoutant attentivement. « Mais tout le monde n'aimait pas son succès, » continua Emmanuel. « Certains hommes voulaient de l'argent rapide. Ton oncle était l'un d'eux. Il travaillait avec nous, était considéré comme un membre de la famille. Il nous a présenté un contrat de terrain à OYO, disant que cela doublerait notre valeur. Mon père lui a fait confiance. » Les yeux d'Adana ne clignaient pas. « C'était un mensonge, » dit Emmanuel platement. Les documents étaient faux. Le terrain avait été vendu 2 fois, et mon père a tout perdu. Il serra le poing. Il a essayé de rester fort, mais la honte l'a tué plus vite que la perte. Il est tombé malade et est mort dans son sommeil. La bouche d'Adana se serra. Et ils ont juste continué leur vie comme si de rien n'était. Oui, dit-il. Ils ont même répandu des rumeurs, disant que nous étions négligents, que mon père était cupide. Personne ne connaissait la vérité. Elle déglutit. Donc, tu es revenu pour les punir. Non, dit-il. Je suis revenu pour les tester. Elle cligna des yeux. Comment? Emmanuel se pencha en avant. Après la mort de mon père, j'ai repris l'entreprise. Je l'ai reconstruite. Lentement, soigneusement, je ne voulais pas être vue. Je ne voulais pas de projecteur. Je voulais grandir en secret. Adana hocha la tête. Je me suis habillée comme un mendiant, pas seulement dans ton village. Je suis allée dans beaucoup d'endroits, j'ai observé comment les gens traitaient les étrangers. J'ai donné du travail à certains d'entre eux plus tard. J'ai aidé certains à sortir de la pauvreté, mais je cherchais quelque chose de plus. Adana inclina la tête. Que cherchais-tu? Il la regarda droit dans les yeux. Quelqu'un de vrai. Elle fit une pause. Vrai? Comment? Quelqu'un qui ne verrait pas mon argent, dit-il. Quelqu'un qui n'essaierait pas de m'impressionner. Quelqu'un qui pourrait s'asseoir à côté d'un mendiant et se sentir encore humain. Les lèvres d'Adana s'entr'ouvrirent légèrement, mais aucun mot ne sortit. Ce jour-là, je t'ai vu, continua-t-il. Tu portais du bois de chauffage. Tu as aidé un garçon qui pleurait parce qu'il avait perdu ses sandales. Tu as attaché sa chaussure avec ton foulard. Adana fronça les sourcils. Ce n'était pas grand-chose. C'était tout, dit Emmanuel. Tu ne savais pas que quelqu'un regardait. C'est ce qui le rendait vrai. Elle posa lentement sa cuillère. Il la regarda. Je ne t'ai pas choisi parce que j'avais pitié. Je t'ai choisi parce que tu me rappelais le genre de femme qu'était ma mère. Forte, patiente, gentille.
Des larmes remplirent les yeux d'Adana. Je voulais en être sûr, continua-t-il. Alors, quand ton oncle a essayé de t'imposer à moi comme des ordures, j'ai accepté. Je voulais voir ton cœur. Allais-tu rire? Allais-tu te moquer de moi? Allais-tu fuir? Elle murmura, je ne savais pas quoi faire. Tout se passait si vite. Et tu es resté, dit-il. Tu n'as pas crié. Tu n'as pas maudit. Tu as juste enduré. Adana baissa la tête. Parce que je n'avais personne d'autre. Je ne suis pas restée parce que j'étais courageuse. Je suis restée parce que je n'avais nulle part où aller. Il secoua la tête. Tu es restée parce que tu étais forte. Adana le regarda, des larmes coulant sur ses joues. Tu me vois vraiment comme ça? Il tendit la main à travers la table et prit la sienne. Plus que tu ne te vois toi-même. Plus tard ce jour-là, ils parcoururent la maison ensemble. Emmanuel lui montra chaque pièce, le bureau, la bibliothèque privée, le jardin intérieur où poussaient des fleurs rares. À un moment, il ouvrit une porte donnant sur une grande pièce remplie de machines à coudre. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle. « Ma mère aimait coudre, » dit-il. Elle cousait pour les femmes du village même après que nous soyons devenus riches. Après sa mort, j'ai ouvert cet endroit en son nom. Adana marcha lentement dans la pièce, touchant une des machines. « Ça sent la paix ici. » Il sourit. « C'est à ça que ça sert. » Elle le regarda. « Tu as été seule si longtemps. »« Je devais l'être, » dit-il. Il y avait trop de bruit autour de moi. Ce soir-là, après le dîner, Adana s'assit sur le canapé moelleux du salon, regardant une photo sur le mur. C'était Emmanuel, petit garçon, assis sur les genoux de son père. Ils portaient tous deux des vêtements blancs assortis, souriant sans peur. Emmanuel entra et s'assit à côté d'elle. « Il te manque » demanda-t-elle. « Tous les jours, » dit-il. Elle le regarda. « Penses-tu qu'il serait fier de toi » Il hocha lentement la tête. « Je pense que oui. » Ils restèrent assis en silence un moment. Puis Adana dit, « Il y a une chose que je n'ai pas dite. »« Quoi ?» ?»« Je leur pardonne. » Emmanuel se tourna vers elle. « Ton oncle. Tous. Pas parce qu'il le mérite, dit-elle, mais parce que je mérite la paix. » Il sourit. « C'est la chose la plus puissante que quelqu'un m'ait jamais dite. » Elle posa sa tête sur son épaule. « Peut-être que maintenant je peux vraiment recommencer. »« Tu l'as déjà fait, » dit-il. Le lendemain matin, le soleil brillait fort et fier. C'était le genre de matin où les oiseaux chantaient plus fort que d'habitude, comme s'ils essayaient de partager la bonne nouvelle de quelqu'un. Adana se tenait devant le miroir, brossant ses cheveux doucement. La pièce qu'elle appelait maintenant la sienne était vaste, propre, et remplie de rideaux dorés doux qui dansaient avec le vent. Mais ses pensées étaient de retour dans le village, pas avec douleur cette fois, mais avec un but. Elle leur avait pardonné, mais elle n'avait pas oublié. Aujourd'hui, ils allaient visiter un centre pour femmes, un nouveau projet qu'Emmanuel avait financé discrètement. Il était dans une ville proche, pas loin du village. Il formait des veuves pauvres, des mères célibataires et des orphelins à coudre, cuire et gagner de l'argent avec de petites choses. « Es-tu prête ?» demanda Emmanuel, entrant dans la pièce. Adana se tourna, nouant la dernière partie de sa robe. « Oui. »« Tu es magnifique, » dit-il. Elle sourit. « Merci. » En descendant vers la voiture, l'un des employés tendit à Emmanuel un dossier marron. Il l'ouvrit rapidement, feuilleta les pages, puis donna un court hochement de tête. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Adana alors qu'ils entraient dans le SUV. « Une surprise, » dit-il, le glissant à ses côtés. Adana haussa un sourcil. « Une autre ?» Emmanuel rit. « Celle-ci est spéciale, pour plus tard. » Ils arrivèrent au centre de formation vers midi. Les femmes y attendaient déjà. La plupart n'avaient jamais vu un billionnaire en personne auparavant, et certainement pas un marié à une fille qu'ils avaient vu marcher pour aller chercher de l'eau avec des sandales usées. Quand Adana sortit du SUV, tout l'endroit se figea. Les femmes chuchotèrent, « C'est elle, la fille qui a épousé le mendiant. Non, elle rayonne. Regarde sa robe. Regarde sa peau. Elle ressemble à une reine. » Adana leur sourit et les salua toutes chaleureusement. Elle serra des mains.
Elle fit des câlins. Elle s'assit même à côté d'une vieille femme et l'aida à mesurer un morceau de tissu. La pièce s'anima. Mais ce n'était pas seulement sa beauté ou ses nouveaux vêtements qui les touchaient. C'était sa gentillesse. La façon dont elle regardait dans leurs yeux quand elle parlait. La façon dont elle riait doucement à leurs blagues et n'agissait pas comme si elle était meilleure qu'elle. C'est ce qui les faisait l'aimer. Après la visite, alors qu'ils rentraient vers le manoir, Adana regarda par la fenêtre et murmura « Elles m'ont traité comme si j'étais l'une des leurs. »« Tu le es, répondit Emmanuel. Tu le seras toujours. » Elle sourit. « Je pense que c'est la vraie bénédiction. Pas la maison, pas l'argent, mais être capable de se tenir n'importe où et rester moi-même. » Emmanuel hocha la tête. « C'est ce qui te rend différente. » Puis il tendit la main vers le dossier à côté de lui et le lui donna. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle, l'ouvrant lentement. « Des documents de propriété, dit-il. Des terrains, des boutiques, des bâtiments. » Ses yeux s'agrandirent. « Quoi ? Pourquoi me donnes-tu ça ? » « Ils sont à toi, dit-il. Tout à ton nom, libre et clair. » Adana le fixa, sans voix. « Je veux que tu aies ton propre pouvoir, continua-t-il. Pas seulement porter mon nom, mais te tenir droite toute seule. » Des larmes remplirent ses yeux. « Personne n'a jamais fait quelque chose comme ça pour moi. »« C'est parce que personne n'a jamais vu ta vraie valeur, dit Emmanuel. Mais moi, si. » Elle ferma soigneusement le dossier et le serra contre sa poitrine. « Merci, murmura-t-elle. » 2 jours plus tard, la nouvelle se répandit dans le village comme une traînée de poudre. Le mendiant qu'Adana avait épousé était un billionnaire, et elle était maintenant la propriétaire légitime de 3 boutiques le long de la route principale, plus un site de boulangerie abandonné depuis des années. Les gens étaient choqués. Les gens avaient honte. Mais le plus choqué de tous était oncle Okoro. Il était assis sur son banc cassé ce matin-là, regardant les murs de sa maison comme s'il attendait que le toit s'effondre. Tante Okoro arpentait la cuisine avec colère. Quel genre de chose est-ce ? Comment Adana peut-elle être celle que Dieu a élevée après tout ce que nous avons fait, après tout ce que nous avons dit ? Elle nous a piégés, marmonna Cynthia, croisant les bras. Jessica siffla. Cette fille a toujours été sournoise, agissant tout le temps en silence. Et maintenant, regarde-la marcher aux côtés d'un homme avec des voitures et des gardes. Oncle Okoro resta silencieux, le visage rigide, la bouche sèche. Un voisin passa et cria par-dessus la clôture. « Oncle Okoro, j'ai entendu que votre fille est maintenant plus riche que le chef. Vous feriez mieux d'aller la supplier. » Cynthia tressaillit. Pouvez-vous imaginer l'insulte ? Cet après-midi-là, ils convoquèrent une réunion familiale. « Nous devons aller la voir, » dit tante Okoro fermement. « Ce n'est pas de la fierté, c'est de la sagesse. Si nous attendons trop longtemps, son cœur se détournera. » Oncle Okoro ne dit rien, mais au fond de lui, il savait qu'elle avait toutes les raisons de les ignorer. Pourtant, il voulait autre chose. Il voulait laver son nom. Alors, il écrivit une courte lettre et demanda à un jeune garçon de la livrer au manoir. Adana fut surprise lorsque le garçon apporta la note. Elle l'ouvrit, lut l'écriture tremblante et fit une pause. « Qu'est-ce que c'est ? » demanda Emmanuel, venant à ses côtés. « C'est de mon oncle, » dit-elle. « Il veut parler. » Emmanuel prit la lettre, la lut aussi, puis la regarda. « Veux-tu le voir ?» Elle plia la lettre et la posa sur la table. Trop de gens qui prétendaient. « Et maintenant ?» demanda-t-elle. Il plongea ses yeux dans les siens. « Maintenant, j'ai quelqu'un avec qui je n'ai pas à prétendre. » Oui. Il ne demanda pas pourquoi. Il hocha simplement la tête. « Je ferai venir une voiture pour Tigrec emmener. Tu peux y aller seule si tu veux. » Elle le regarda. « Tu me fais confiance à ce point ?» Il sourit. « Je t'ai toujours fait confiance. » Plus tard ce jour-là, Adana entra à nouveau dans son ancienne cour. Cette fois, il n'y avait pas de peur dans ses pas, pas de honte dans ses épaules. Elle marchait avec une puissance silencieuse. Oncle Okoro était assis dehors, attendant, la tête baissée. Quand il la vit, il se leva rapidement. « Adana, commença-t-il. Merci d'être venue. » Elle ne dit rien encore. « Je ne sais pas quoi dire, » ajouta-t-il. « Ce que nous t'avons fait était mal. Très mal.
Je n'ai aucune excuse. Elle resta silencieuse. Je sais que tu ne nous dois rien, continua-t-il. Mais je voulais juste dire que je suis désolée. Elle le regarda attentivement. Pourquoi maintenant? Parce que je vois la vérité maintenant, répondit-il. Tu n'étais pas le problème. C'était nous. Derrière la porte, tante Okoro jetait un coup d'œil. Cynthia et Jessica se tenaient dans l'ombre. Adana se tourna lentement vers elle. Vous avez tous dit que j'étais maudite. Vous m'avez fait sentir que j'étais une erreur. Elles ne parlèrent pas. Mais même si vous me détestiez, dit-elle, vous n'aviez pas à me vendre comme une esclave. Vous n'aviez pas à me jeter juste parce que d'autres voyaient quelque chose de bien en moi. Des larmes coulèrent sur ses joues. Oncle Okoro baissa la tête. Je vous pardonne, dit Adana enfin, mais ne traitez jamais personne comme vous m'avez traité. Pas même un étranger. Elle fouilla dans son sac et sortit à nouveau une petite enveloppe. Utilisez ceci pour réparer le toit qui fuit, dit-elle à l'oncle. Et peut-être réparer le banc cassé. Il essaya de parler, mais elle se tourna et s'éloigna. Ce soir-là, de retour au manoir, Adana s'assit à côté d'Emmanuel sur le balcon. Je l'ai fait, dit-elle. Je sais, répondit-il. Penses-tu qu'ils changeront? Peut-être, dit-il. Peut-être pas. Mais tu as fait ta part. C'est ce qui compte. Elle se pencha vers lui, posant sa tête sur son épaule. Parfois, j'ai encore l'impression de rêver. Il sourit. Tu ne rêves pas. Je pensais que je mourrais pauvre dans cette maison, murmura-t-elle. Mais regarde-toi maintenant, dit-il. Tu es devenue le genre de femme dont on écrit. Elle rit doucement. Ou dont on parle. Il gloussa. Dans tous les cas, tu brilles. Adana ferma les yeux, et pour la première fois de sa vie, elle se sentit entière. Cela faisait 3 semaines depuis le jour où Adana était retournée dans son village en gloire. 3 semaines depuis qu'elle s'était tenue devant ceux qui s'étaient moqués d'elle et leur avait montré qu'elle n'était plus la fille qu'ils avaient essayé d'écraser. 3 semaines depuis qu'elle avait pardonné à ceux qui l'avaient brisée. Mais pour Adana, c'était comme si c'était hier. Pas parce qu'elle s'accrochait à la douleur. Non, mais parce que chaque matin, en se réveillant et en voyant la femme dans le miroir, elle souriait. L'ancienne Adana était partie. La nouvelle Adana s'était levée. Pas à cause de l'argent, pas à cause des beaux vêtements, mais parce qu'elle avait traversé le feu sans brûler. Et maintenant, elle voulait aider les autres à trouver cette même lumière. Un matin ensoleillé, elle se tenait au centre d'un terrain à moitié construit. Les blocs de ciment étaient soigneusement empilés. Les fondations étaient solides. Le bruit des marteaux et des pelles remplissait l'air. Emmanuel se tenait à côté d'elle, tenant une bouteille d'eau. Ce sera l'auberge pour femmes, dit-elle, pointant du doigt. Pour celles qui n'ont pas de maison. Il hocha la tête. Et de ce côté, un centre de compétences, dit-elle fièrement. Où elles apprendront la couture, la fabrication de savon, la transformation alimentaire, tout ce qui peut les aider à grandir. Il sourit. Tu as transformé ta douleur en but. Elle le regarda. N'est-ce pas ce qu'est la vie? Il ne dit rien. Il n'avait pas besoin de le faire. L'expression sur son visage disait tout. Fierté, amour, respect. Peu de gens pouvaient prendre des blessures et construire des ponts avec, mais elle l'avait fait. Plus tard cette semaine-là, Adana fut invitée à parler lors d'un rassemblement de jeunes filles dans la salle municipale. La plupart avaient entre 13 et 18 ans, orphelines, pauvres, abandonnées, oubliées. Quand elle entra dans la pièce, il y eut un silence. Elle ne portait pas de maquillage. Elle ne portait pas d'or. Elle portait une simple robe blanche et des chaussures plates noires. Mais sa présence remplissait la pièce comme un feu calme. Elles applaudirent, pas fort, mais avec du sens. Quand elle prit le micro, elle sourit doucement et dit « Je m'appelle Adana, et comme vous, je n'avais pas grand-chose. » La salle resta silencieuse. J'ai perdu mes parents quand j'avais 11 ans. J'ai été déplacée de place en place comme un sac de haricots. J'ai mangé des restes. J'ai porté de vieux vêtements. J'ai dormi sur des nattes déchirées. Certaines filles baissèrent la tête. D'autres essuyèrent leurs yeux. Mais laissez-moi vous dire ce que je n'ai pas perdu, continua-t-elle. Je n'ai pas perdu ma gentillesse. Je n'ai pas perdu mon cœur.
Elle regarda lentement autour de la pièce. Les gens vous diront que vous êtes inutile. Ils diront que vous êtes trop pauvre, trop silencieuse, trop faible. Mais écoutez-moi attentivement. La salle se pencha. Vous n'êtes pas trop quoi que ce soit. Vous êtes assez. Elle fit une pause. Vous n'avez pas besoin d'un homme riche pour vous sauver. Vous n'avez pas besoin d'un titre pour être importante. Soyez juste bonne. Restez gentille, aidez les autres, travaillez dur, et quand la porte s'ouvrira enfin pour vous, parce qu'elle s'ouvrira, entrez-y la tête haute. Toute la salle applaudit. Certaines filles se levèrent, une fille courut vers elle et l'enlaça, et Adana lui rendit son étreinte, murmurant à son oreille, « Je crois en toi ». Plus tard ce soir-là, Emmanuel s'assit avec elle sur le balcon, tous deux sirotant du thé. Ce discours était puissant, dit-il. Je parlais juste avec mon cœur, répondit-elle. C'est pourquoi ça a marché. Elle le regarda. Parfois, je me demande encore ce qui serait arrivé si tu n'étais jamais venu dans ce village. Il sourit. Alors, peut-être que tu serais encore dans cette cour, à balayer le sol et à manger de la nourriture froide. Elle rit. Peut-être. Il tendit la main pour prendre la sienne. Mais la vérité, c'est que j'allais toujours te trouver. Elle le regarda. Pourquoi? Parce que les bons cœurs brillent toujours, dit-il, même si ça prend du temps. Elle se tut, puis murmura, je veux aller voir mes parents. Emmanuel hocha la tête. Demain. Oui. Le lendemain, elle s'habilla d'un pagne bleu et attacha sa tête avec un foulard assorti. Pas de chauffeur, pas de SUV, juste elle et Emmanuel dans une petite voiture. Ils roulèrent jusqu'au bord du village où ses parents avaient été enterrés sous un manguier. L'herbe avait poussé haut. La terre était sèche, mais l'endroit semblait toujours sacré. Elle s'agenouilla près de la tombe et toucha le sol. « Maman, papa, dit-elle doucement. Je suis venue vous dire que j'ai réussi. » Emmanuel recula et lui laissa de l'espace. « Je n'ai plus faim, murmura-t-elle. Je ne dors plus dehors. Les gens qui se moquaient de moi me saluent maintenant avec respect. Mais plus que ça, je suis heureuse. Vraiment heureuse. » Elle essuya une larme de sa joue. « Merci de veiller sur moi. Merci de m'avoir appris à aimer les autres. Même quand je n'avais rien, je porte encore vos mots tous les jours. » Elle se leva lentement. Emmanuel marcha vers elle et lui prit la main. Ils restèrent là, silencieux. Puis elle dit, « Construisons un petit abri ici pour que les gens puissent venir se reposer. Plantons des fleurs. Rendons cet endroit magnifique. » Il hocha la tête. « Nous le ferons. » Des mois passèrent, et l'histoire de la mariée du mendiant se répandit dans les villes. Certains disaient qu'elle avait épousé un fou. D'autres disaient qu'elle était une prophétesse qui voyait l'avenir. Mais ceux qui connaissaient la vérité savaient ceci. Elle était simplement une fille qui était restée bonne quand la vie était injuste. Et à cause de cela, elle fut récompensée non seulement par la richesse, non seulement par un mari aimant, mais par la paix et le pouvoir d'élever les autres. Un après-midi, alors qu'elle marchait dans la nouvelle boulangerie qu'elle avait ouverte pour les femmes du village, elle s'arrêta à côté d'une jeune fille pétrissant de la pâte. La fille leva les yeux nerveusement. Adana sourit. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-elle. « Blessing, » répondit la fille. « Aimes-tu être ici » La fille hocha la tête. « Oui, tante. » Adana lui tendit une bouteille d'eau froide. « Sais-tu pourquoi j'ai construit cet endroit » Blessing secoua la tête. Adana s'agenouilla à son niveau et dit « Parce que quelqu'un m'a regardé un jour et m'a dit « Tu ne vaux rien. » Et je me suis promis de ne jamais laisser une autre fille ressentir ça. » La fille sourit timidement. Adana se leva et dit « Un jour, tu aideras les autres aussi. » Ce soir-là, Emmanuel rentra à la maison avec quelque chose de petit dans la main. « Un cadeau, dit-il. » Adana ouvrit la boîte et resta bouche bée. C'était un collier, en argent, simple, avec un mot gravé dans le pendentif en forme de cœur. « Vu. » Elle le toucha doucement. « Tu t'en es souvenu, » murmura-t-elle. Emmanuel la regarda. « Je t'ai vu quand personne d'autre ne l'a fait, et je continuerai à te voir tous les jours. » Elle porta le collier. Puis elle l'enlaça fort. « Je m'étais arrêtée à la fin de la traduction du texte que vous avez fourni,
qui racontait l'histoire complète d'Adana et Emmanuel, depuis leur rencontre jusqu'à la transformation de la vie d'Adana et son retour triomphal au village. La dernière scène décrivait Adana recevant un collier d'Emmanuel avec le mot « vu » gravé dessus, symbolisant le fait qu'il l'avait toujours vue pour ce qu'elle était vraiment. Elle l'enlaça fort, marquant un moment de connexion profonde entre eux. Si vous souhaitez que je continue l'histoire en imaginant ce qui se passe ensuite, ou si vous avez un autre texte ou une autre partie à traduire, veuillez me le préciser. Par exemple, voulez-vous une suite créative à l'histoire d'Adana et Emmanuel, ou avez-vous un autre extrait à traduire? Donnez-moi plus de détails pour que je puisse répondre au mieux.